Bonjour, bienvenue à la deuxième séance de la thérapie basée sur la mentalisation. Alors, dans la dernière séance, on a vu qu'est-ce que la mentalisation et dans cette séance-ci, on va voir qu'est-ce que ça signifie d'avoir des problèmes de mentalisation. Alors, je vous propose de commencer par un exercice, un exercice que vous pouvez faire à la maison. Donc, je vous mets une mise en situation. C'est l'anniversaire de Sarah. Elle a prévu de le fêter avec son petit ami Michel et l'a invité chez elle pour le dîner. Elle a acheté du bon vin pour accompagner le repas et se réjouit qu'il la rejoigne après le travail. Quand Michel arrive, il n'a pas de cadeau et dit « Wow, quel repas tu as préparé un mardi! » Pendant le repas, Sarah reste silencieuse. Elle boit la plus grande partie du vin à elle toute seule. Que s'est-il passé? Pourquoi pensez-vous que Sarah se comporte comme elle l'a fait? Alors, si vous voulez mettre pause sur la vidéo puis réfléchir un moment, mais en gros, cet exercice, le but, c'est de voir qu'il y a plusieurs interprétations par rapport à un comportement, à une situation dans la vie de Sarah. Donc, il y a différentes personnes qui pourraient avoir des interprétations différentes, comme par exemple, on pourrait dire que Sarah, possiblement, aime plus le vin que Michel. Ou alors, on pourrait dire que Sarah a tendance à être silencieuse lorsqu'elle boit ou lorsqu'elle prend un repas. Alors, ces exemples-là, ces interprétations-là sont plutôt des exemples de faible mentalisation parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour ce qui se passe à l'intérieur de Sarah, ce qu'elle peut vivre, ce qu'elle ressent, ce à quoi elle réfléchit dans ce moment-là. Une autre interprétation pourrait être, en fait, que Sarah, elle est plutôt fâchée parce que Michel semble avoir oublié son anniversaire. Alors, Sarah est fâchée et agit impulsivement en buvant la grande partie du vin à elle seule puis en restant silencieusement. On pourrait dire qu'elle boude un peu, elle n'a pas vraiment envie d'avoir une discussion avec Michel. Dans cette interprétation-là, on voit déjà qu'il y a un plus grand intérêt pour les états d'âme de Sarah. Donc, on se pose des questions à savoir qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle pense, est-ce qu'elle est déçue, par exemple, du fait que Michel a oublié son anniversaire. Alors, je voulais seulement vous illustrer un exemple, par exemple, de pauvre mentalisation et de bonne mentalisation. Et là, on va maintenant parler de pauvre mentalisation. Alors, ici, il y a une liste des indices qu'on est en train d'avoir une pauvre mentalisation, donc qu'on n'a pas un grand intérêt pour ce qui se passe dans notre esprit puis dans l'esprit des autres. Donc, on n'a pas un grand intérêt par rapport à nos émotions, nos pensées, nos désirs, nos valeurs et ceux des autres. Alors, tout d'abord, un indice de pauvre mentalisation, c'est par exemple d'être convaincu des motivations d'autrui. Alors, quand on est convaincu des motivations d'autrui, par définition, on n'a pas une grande curiosité puis une grande ouverture d'esprit par rapport à ce que l'autre peut vivre ou peut vouloir. Un autre indice de pauvre mentalisation, c'est penser en noir ou blanc, donc c'est-à-dire sans nuance, c'est-à-dire par exemple, dire cet ami-là, c'est le pire ami du monde, ou cette personne-là, c'est la meilleure, aucun défaut. Donc, ça, c'est des exemples de pensée en noir ou blanc. Un autre indice de pauvre mentalisation, c'est avoir une pauvre reconnaissance des sentiments présents. Donc, ne pas reconnaître, par exemple, que nous-mêmes, à un certain moment, on a de la honte ou de la culpabilité, ou encore que la personne avec qui on est en train d'avoir un conflit ressent, par exemple, de la peur. Donc, on peut avoir un manque d'empathie, finalement, qui est un indice de pauvre mentalisation. Un autre indice, c'est de négliger le fait que les personnes s'influencent les unes les autres. Donc, de ne pas prendre en compte les comportements que nous, on peut avoir avec une autre personne et que ceux-ci influencent les comportements de l'autre personne et vice-versa. Un autre indice, c'est le fait d'interpréter autrui sans examen prudent. Donc, ça peut être non pertinent, ça peut être hors sujet, ça peut même être très concret. Donc on va étudier le comportement d'une personne et puis, mais on va y aller d'une façon très descriptive et factuelle sans s'intéresser à ce qui se passe émotionnellement dans l'esprit de l'autre personne. Un autre indice de faible mentalisation, c'est avoir une faible curiosité pour les états mentaux en général, donc ne pas s'en préoccuper. Un autre indice, c'est de chercher à blâmer et trouver un coupable. Donc, encore une fois, c'est incompatible un peu avec une curiosité pour ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe à l'intérieur des autres, quand on cherche vraiment à trouver un coupable puis à pointer du doigt. Un autre indice, c'est de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne presque rien dire, un peu pour parler dans le vide, pour, par exemple, éviter les émotions actuelles que l'on vit ou pour éviter d'entrer en contact avec ce que l'autre personne peut vivre devant nous.
Un autre indice, c'est avoir un discours empli de clichés avec des grandes phrases superficielles qui ont tendance un peu à aliéner l'interlocuteur. Donc, par exemple, des clichés comme ah, ben on le sait, les hommes ne coûtent jamais, ou on le sait, les femmes pleurent toujours. Alors, ça, en général, c'est un indice de pauvre mentalisation. On n'est pas vraiment en train d'avoir une curiosité pour ce qui se passe dans le moment avec la personne avec qui on transige ou avec nous-mêmes. Un autre indice, c'est avoir une description caricaturale des personnes. Donc, de parler d'une personne à grands traits, de façon grossière, comme par exemple, cette personne-là est un pervers narcissique ou cette personne-là, puis là, on peut y aller d'une insulte, par exemple. Donc, affubler les gens d'insultes ou les décrire de façon caricaturale, ben, en général, c'est un indice qu'on n'est pas en train d'avoir une grande mentalisation. Un autre indice, finalement, c'est de privilégier des facteurs externes dans une situation au détriment des états mentaux. Donc, par exemple, on a une mauvaise journée, bien, on va dire, ah, c'est sûrement parce qu'il pleuvait dans le fond, et puis j'avais mal à la tête, mais on peut peut-être éviter de penser que dans le fond, on a eu un conflit ce matin avec notre conjoint, notre conjointe, ou alors on s'est senti négligé dans une situation, mais on va faire abstraction de ça, puis plutôt dire, ah, ben, il y avait du trafic ce matin, puis un peu trouver des explications externes, mais qui ne sont pas nécessairement tout à fait justes ou tout à fait intéressées aux états mentaux intérieurs. Alors, quelles sont les conséquences d'une faible mentalisation pour soi et pour les autres? Il y a plusieurs conséquences. Une des conséquences, c'est de ne pas s'intéresser aux pensées, aux émotions, au comportement de soi et des autres, c'est que ça peut amener beaucoup d'incompréhension. Donc, il est facile de se mal comprendre dans la vie, mais quand on a une faible mentalisation, ça fait en sorte que ça peut arriver plus souvent. Donc, ça peut entraîner des conséquences négatives quand on ne se comprend pas soi-même ou quand on comprend les autres. Donc, par exemple, l'autre personne peut se sentir négligée, elle peut se sentir rejetée, pas entendue, pas comprise. L'autre personne peut se fâcher également. Donc, il peut y avoir vraiment des impacts relationnels importants. Une autre conséquence d'avoir faible capacité de mentalisation, c'est qu'il peut y avoir de la confusion dans nos relations. Donc, on peut agir d'une certaine façon ou l'autre personne peut agir d'une certaine façon. Puis quand on ne comprend pas ce qui motive la personne à agir de cette façon-là, en termes d'émotion, de volonté, de pensée, ben, il peut y avoir des divergences entre les attentes de l'autre et par rapport à nous et vice-versa. Une autre conséquence de faible mentalisation, c'est encore une fois sur la base d'incompréhension, une personne peut réagir d'une manière très émotionnelle. Donc, être en grande crise, par exemple, d'anxiété, faire une crise de panique quand on ne comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous ou dans une situation relationnelle. On peut être effrayé, on peut être fâché, déçu, et cette confusion-là amène une très grande émotion. Souvent, ça peut amener des émotions 10 sur 10. Une autre conséquence de faible mentalisation, ça peut être d'avoir une confusion par rapport à ce que nous, on vit, de se remettre beaucoup en doute. Parce que si on ne prend pas en compte nos pensées, nos émotions, nos volontés, nos valeurs, ou si on a de la difficulté à le faire, mais on ne comprend pas toujours ce qui nous motive, on ne comprend pas toujours ce qui nous ressent, puis ça peut amener beaucoup de remises en question, d'anxiété, de peur, etc., de la colère même. Une autre conséquence de faible mentalisation, c'est de se sentir insécure dans la relation et avoir un besoin d'une confirmation constante des autres. Et finalement, une dernière conséquence, c'est de se faire submerger par ses émotions et agir sans réflexion ou impulsivement, comme dans le cas un peu de Sarah qui s'est mis à caler la bouteille de vin. Ça peut être d'autres comportements dommageables, mais quand on a une émotion, on a des pensées ou des volontés qui restent prises en dedans, qui ne sont pas mises au grand jour, mais ça peut faire monter un peu la pression, puis ça peut nous causer une explosion finalement, des comportements irréfléchis. On veut aussi attirer votre attention sur deux mots qui sont des indices vraiment en or de faible mentalisation. Donc, on vous invite à porter attention à ces mots-là quand ils se produisent dans le groupe et même dans votre vie en général. Donc, les deux mots, c'est toujours et jamais. En général, ces mots-là, c'est vraiment des indices de faible mentalisation. C'est le signe qu'on est en train de faire, par exemple, une généralisation ou avoir une pensée en noir ou blanc. Donc, par exemple, cette personne-là ne répond jamais à aucune invitation ou à mes textos, où cette personne-là est toujours fâchée, elle est toujours en colère, elle refuse toujours de discuter avec moi. Donc, ces mots-là, c'est vraiment comme
des bombes, là, si on veut. Alors, quand ces mots-là surviennent, on vous invite à y être attentif, à réfléchir à 2 fois quand vous utilisez ces mots-là pour voir ce qui a été dit ou ce qui a été vécu et à se re-questionner pour voir s'il y aurait d'autres possibilités, d'autres interprétations que celles qu'on vient de prononcer, qui avait le toujours et le jamais. Et puis, à se questionner finalement, est-ce qu'il est probable que quelqu'un ait toujours raison ou toujours tort ou une personne ne soit jamais, jamais, jamais disponible. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire. Puis finalement, donc, j'ai parlé des différents indices pour mentalisation et des conséquences, mais en bref, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'avoir une mentalisation faible ou avoir des difficultés de mentalisation en général peuvent amener différentes conséquences comme des problèmes relationnels récurrents, une insécurité envers soi-même et dans les relations en général. Avoir une estime de soi variable, des fois pauvre quand on a des moments difficiles, avoir de la difficulté à gérer les émotions et finalement avoir une impulsivité autant verbalement que dans nos comportements. En gros, on peut dire qu'une pauvre mentalisation amène des problèmes relationnels récurrents et peut amener une insécurité, un sentiment de soi instable, un faible contrôle émotionnel et de l'impulsivité. Un dernier point sur les capacités de mentalisation, qui est important dans cette science, c'est la relation entre les émotions, l'activation émotionnelle et la mentalisation. Donc, il y a vraiment il faut savoir que quand les émotions sont très, très, très élevées, quand les émotions sont à 10 sur 10, comme par exemple 10 sur 10 de tristesse ou de colère, à ce moment-là, il peut être très, très, très difficile de mentaliser. On n'a pas beaucoup d'espace pour mentaliser, pour avoir une attitude ouverte, pour avoir une curiosité par rapport à ce qui se passe pour nous puis pour les autres, parce qu'on est vraiment, vraiment dans un moment où, biologiquement, on est en réaction, fuite ou combat quand on est dans des émotions très élevées. Alors, c'est pas vraiment le temps de réfléchir, c'est le temps de fuir. Donc, l'activation émotionnelle très élevée, c'est un peu l'ennemi de la mentalisation. De la même façon, ne pas du tout avoir d'émotions et être très faiblement activé émotionnellement, c'est pas très bon pour la mentalisation non plus parce qu'on a tendance à mettre de côté les émotions et à seulement rester un peu dans nos pensées. Puis on a vu que pour avoir une bonne mentalisation, il faut prendre en compte pas seulement les pensées, mais aussi émotions, valeurs, désirs, etc. Donc, il y a vraiment comme pardonnez-moi l'anglicisme, mais un sweet spot d'activation émotionnelle pour arriver à bien mentaliser. Quelques autres points clés par rapport à l'activation émotionnelle et la mentalisation, c'est qu'il faut savoir qu'en général, les sentiments chez certaines personnes sont activés plus vite et plus fortement que d'autres, que la réponse fuite et combat peut apparaître à différents moments pour différentes personnes selon le seuil personnel de l'individu, et puis que le temps pour retourner à un état normal au niveau émotionnel peut différer après avoir vécu une émotion intense, ça peut différer d'une personne à l'autre. Et cette grande variabilité interpersonnelle-là, elle est due à un paquet de facteurs, comme des facteurs génétiques, mais aussi des facteurs environnementaux, donc un peu ce qu'on a vécu au cours de notre vie qui peut jouer sur l'activation émotionnelle, autant l'intensité, la durée que le retour à l'état de base. En résumé, je voudrais juste vous dire que l'intensité émotionnelle peut être contrôlée avec la mentalisation, c'est quelque chose qu'on vise à faire, que le seuil de tolérance peut être relevé également au fur et à mesure qu'on pratique la mentalisation et que le temps de récupération nécessaire pour retrouver son état normal peut être raccourci si on le désire. C'est quelque chose qui est possible. Puis, si on arrive à implanter une bonne capacité de mentalisation dans notre vie. En tout cas, c'est ce que le groupe vise. Donc, finalement, cette semaine, ce que vous pourriez faire, tâche à domicile, c'est de décrire une situation durant la semaine pendant laquelle vous avez observé que votre capacité à mentaliser était atteinte. Donc, tout simplement, nous décrire cette situation en portant une attention particulière aussi à ce qui s'est passé de situation, de fait que d'état mentaux.